Donc je vais vous parler moi de la mort subite liée au sport. Je pense que vous avez bien compris parce que tous les intervenants ont insisté là-dessus, mais je le redis. Qu'on soit porteur ou pas d'une pathologie cardiaque, le sport est bénéfique et ça c'est quelque chose qui est vraiment très bien démontré. On enfonce un petit peu des portes ouvertes, vous le savez, vous en STAPS. Mais il y a énormément d'effets bénéfiques de l'activité physique sur le cœur. Notamment, ça améliore ce qu'on appelle la fonction endothéliale des artères et donc une plus faible propension à faire des infarctus du myocarde. On augmente ce qu'on appelle la balance autonomique et donc on favorise le système parasympathique dont on vous a parlé dans le premier topo. On favorise la plasticité des artères coronaires et ce qu'on appelle le développement d'artères collatérales, ça veut dire une meilleure perfusion du myocarde avec des réseaux de suppléance qui se mettent en place grâce au sport. Et puis, on augmente aussi ce qu'on appelle le préconditionnement, et c'est-à-dire que les patients qui sont actifs, qui font un infarctus du myocarde, font des infarctus du myocarde en général moins étendus que les patients sédentaires. Donc, vous savez qu'en parallèle de ça, il y a quelque chose qui est très médiatisé, et c'est le sujet de mon diaporama, c'est les arrêts cardiaques qui surviennent pendant l'activité sportive. Et je pense que le dernier événement le plus médiatique dont vous ayez entendu parler, c'est l'arrêt cardiaque du footballeur Eriksen qui était survenu pendant l'Euro. Avec une belle démonstration, et ça on vous en a parlé aussi, de tout l'intérêt de cette chaîne de survie. Eriksen, il a fait son arrêt cardiaque devant des témoins, avec des professionnels de santé sur le terrain, et actuellement il n'a pas de séquelles cérébrales de son événement, et c'est ça qui est vraiment le plus important. Donc quand on parle de mort subite, qu'est-ce que c'est la mort subite ? La mort subite, c'est une mort soudaine et imprévue qui survient dans l'heure suivant l'apparition des symptômes ou alors chez un patient qui n'a pas été vu depuis 24 heures et qui 24 heures avant n'avait pas de raison apparente de décéder. Cette mort subite, elle est en général liée à une arythmie cardiaque, un emballement du rythme cardiaque ou une défaillance hémodynamique de la pompe cardiaque. Et mort subite du sportif, la définition, c'est une mort subite qui survient soit durant l'activité sportive, soit dans l'heure après son arrêt. Donc là, je vais juste vous remontrer 2-3 diapos pour vous réexpliquer à nouveau le fonctionnement du cœur, vraiment plus axé sous l'angle rythmique. Ça va être très simple, ne vous inquiétez pas. Simplement pour vous redire que, bien sûr, le cœur, c'est la pompe de l'organisme. Il est au centre du système circulatoire, il reçoit le sang veineux qui est ici en bleu et il est chargé d'apporter à l'organisme le sang artériel oxygéné. C'est la pompe du cœur. Ce cœur, il est composé, c'est un muscle, et le muscle du cœur, c'est le myocarde, qui compose la paroi des deux cavités principales du cœur, que sont le ventricule gauche, donc c'est ce ventricule gauche qui éjecte le sang dans l'organisme, et le ventricule droit qui, lui, est chargé d'éjecter le sang veineux dans les poumons pour qu'il soit réoxygéné. Le cœur lui-même, comme tous les organes, il est oxygéné et il est oxygéné et perfusé par des artères qui font le tour du cœur, et c'est ça qui donne leur nom, qu'on appelle les artères coronaires, et qui vont donc nourrir le sang en oxygène. Et donc le cœur lui-même, comme tous les organes, il reçoit du sang oxygéné par des artères. C'est un organe électrique et donc il y a un système électrique dans le cœur qui va donner le tempo. Et donc on a notamment le chef d'orchestre qui est ici, qui est un amas de cellules qui s'appelle le nœud sinusal et qui donne la cadence du cœur, qui donne ce qu'on appelle le rythme sinusal. Et c'est ce nœud sinusal qui fait que quand on fait une activité sportive, la fréquence cardiaque augmente. Et donc nous, on peut apprécier en cardiologie l'activité électrique du cœur par un examen qui s'appelle l'électrocardiogramme. Et vous voyez ici, il y a un petit code couleur. Cet électrocardiogramme, il montre les phases électriques et la propagation de l'influx électrique dans les différentes couches du cœur. On parle d'arythmie quand le rythme du cœur n'est pas sinusal, et donc quand c'est plus le chef d'orchestre qui donne le tempo. Vous entendez souvent, je pense, les termes de bradycardie et tachycardie. Bradycardie, c'est une fréquence cardiaque basse, en dessous de 50-60 battements par minute sont les définitions, et une tachycardie, c'est une fréquence cardiaque élevée, au-delà de 100 battements par minute. Et donc cette activité électrique, elle est assurée par ce qu'on appelle des ions. Ce sont des petites molécules qui vont rentrer et sortir de la cellule cardiaque, qu'on appelle le cardiomyocyte. Et donc ces ions, c'est principalement le potassium, le sodium, le calcium. Ils vont rentrer et sortir de la cellule et entraîner ce qu'on appelle sa dépolarisation à la cellule. Et donc c'est une électricité, en fait c'est un système électrique qui va être au niveau cellulaire.
Et ce système électrique, il va permettre ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction, parce que ces phases de dépolarisation et de repolarisation de la cellule myocardique vont permettre l'entrée de calcium dans la cellule, et le calcium, c'est vraiment l'ion moteur pour la cellule, et le calcium, il va entraîner la contraction de la cellule. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle un couplage entre l'excitation, le système électrique, et la contraction qui est l'activité mécanique du cœur. Donc il faut retenir vraiment que le cœur, c'est un organe électrique, c'est l'électricité qui est responsable de son fonctionnement. Le plus souvent, quand les patients sont victimes d'un arrêt cardiaque au sport, la cause, c'est ce qu'on appelle une arythmie. Donc, je vous ai dit un emballement du rythme cardiaque. Et cette arythmie, elle survient parce qu'il y a la conjonction de plusieurs facteurs. On parle, nous, de triangle d'arythmogénicité. Ça se fait en général sur un substrat. Le substrat, c'est souvent la maladie cardiaque du patient, dont il est porteur en permanence, auquel va se rajouter un trigger, donc une gâchette, un déclencheur, qui sont très diverses et qui sont très propres aux maladies des patients. Là, dans le topo qui nous intéresse, le trigger, ce serait par exemple le sport, et des facteurs modulateurs, qui sont notamment l'intensité de l'activité, la qualité de l'échauffement, de la récupération, l'hydratation, la consommation de substances par les patients. C'est cette conjonction de facteurs qui va pouvoir créer une arythmie et éventuellement un arrêt cardiaque. Donc le professeur Carré vous a un petit peu parlé de ça pour vous redonner ce qu'on appelle l'épidémiologie, donc à l'échelle de la population, les chiffres de la mort subite du sportif. Il faut savoir déjà que c'est assez difficile de récolter les données. On estime actuellement que ça concerne une personne sur 40 000 à une personne sur 80 000. Ça veut dire qu'en France, il y a à peu près 1000 à 1500 morts subites du sportif par an. Il faut aussi savoir, le professeur Carré vous l'a dit, que ce terme de mort subite, il est un petit peu impropre. En fait, le terme le plus approprié dans ce contexte serait plutôt arrêt cardiaque soudain, parce qu'une part de ces morts subites sont récupérées. Donc en cardiologie, on aime bien un peu se prendre pour des dieux. On parle souvent de mort subite récupérée, ce qui est un terme un petit peu particulier. Il faut savoir qu'il y a vraiment deux grandes catégories de patients très différents concernés par la mort subite, et les causes sont différentes. Vous avez en bleu le patient lambda, on va dire l'adulte de plus de 35 ans, avec un pic de survenue de cet événement à l'âge de 45 ans, et en rouge, les jeunes athlètes très entraînés, donc avec un niveau d'activité qu'on estime d'au moins 6 heures par semaine, depuis plus de 6 mois, avec une VO2 qui est proche de la maximale pour chaque activité, donc vraiment des athlètes, et là, le pic est aux alentours de 20 ans. Les sports qui sont responsables, entre guillemets, c'est pas un très bon terme de mort subite, c'est pas très étonnant. En fait, c'est les sports pratiqués par le plus grand nombre de patients. Ça veut pas dire que ce sont les sports les plus dangereux, c'est simplement qu'en termes de volume, on imagine bien que les gens font globalement du jogging, du vélo et puis du foot. Et donc, c'est ces trois activités sportives qui trustent un petit peu tous les chiffres. Ça veut pas dire que c'est les activités les plus dangereuses. Quelque chose qui est très très important, c'est qu'il faut retenir qu'en France, on est très très mauvais dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque en population générale. Donc c'est cette étude de l'équipe de Paris qui a été publiée par Éloi Marijon il y a maintenant plusieurs années, où il donnait un reflet de ce niveau de mort subite en France. Et on voit que la survie d'une mort subite liée au sport est très faible en France, de 15,7%. Et ça s'explique parce que les témoins ne pratiquent pas assez le massage cardiaque et pas assez la défibrillation. Et quand ces deux éléments étaient réalisés, massage cardiaque et défibrillation, la chance de survie du patient était augmentée par près de 4. Donc c'est vraiment très important. Et on voit que dans des pays où ils ont une culture un peu plus, une meilleure culture de prise en charge de l'arrêt cardiaque, comme la Hollande, le taux de survie est proche de 50%. Et ça s'explique parce que dans près de la quasi-totalité des cas, les témoins débutent rapidement le massage cardiaque. Et quand on regarde dans un autre pays, encore plus loin, au Japon, où eux, ils ont des formations très régulières sur l'arrêt cardiaque. Là, c'est une étude qui s'intéressait au marathon, donc c'était assez spécifique et une pratique sportive. On a un taux de survie de 95%. Qui s'explique parce que les témoins connaissaient parfaitement la chaîne de survie, le massage, le défibrillateur. Et donc c'est extrêmement important. On voit qu'on peut progresser et que si on progresse, on peut y arriver, on peut faire survivre les patients. Donc les causes de la mort subite du sportif, comme je vous ai dit, il y a deux grandes catégories de patients qui sont très différentes. Il y a les athlètes de moins de 35 ans, donc ceux qui pratiquent énormément de sport, dont c'est soit le métier, soit qui ont un volume de sport suffisant, et monsieur ou madame tout le monde de plus de 35 ans qui pratiquent son sport de loisir. Et les causes sont très différentes. En termes de chiffres, le volume, bien sûr, le plus important, ce sont les patients non athlètes de plus de 35 ans.
Et là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, quand on arrive à déterminer l'étiologie de l'arrêt cardiaque, parce que malheureusement, les autopsies ne sont pas toujours pratiquées en France, dans la majorité des cas, ce sont les pathologies des artères coronaires qui sont le plus souvent en cause. Donc c'est ces maladies qu'on appelle les coronaropathies. Donc ce sont les artères du cœur donc, qui nourrissent le cœur, qui vont être encrassées par ce qu'on appelle des plaques lipidiques, qui vont, en réponse à certains facteurs, pouvoir se rompre avec formation d'un caillot qui va pouvoir obstruer la lumière du cœur. Et donc le cœur ne reçoit plus d'oxygène. Et il va y avoir ce qu'on appelle un infarctus du myocarde, une zone du myocarde qui va pouvoir mourir ou souffrir. Si elle souffre, c'est une ischémie, parce qu'elle ne reçoit plus d'oxygène. Et là, les facteurs de risque, ils sont assez logiques. C'est l'avancée en âge. Les hommes sont plus à risque que les femmes, les patients qui ont des antécédents familiaux. Et ce que je vous ai encadré, c'est tous les facteurs de risque contre lesquels on peut lutter. Le tabagisme, l'hypertension artérielle, les problèmes d'hypercholestérolémie, le diabète. Et ce qui est très important à retenir, c'est que paradoxalement, un des grands facteurs de risque de faire un infarctus du myocarde, c'est la sédentarité. Et les patients sédentaires, ils ont 2 à 3 fois plus de risque de faire un infarctus du myocarde que les patients actifs. Et donc, il faut conseiller le sport, qui est un élément qui permet de lutter contre ça. Maintenant, on va s'intéresser aux athlètes de moins de 35 ans. Je vous ai dit, en volume, c'est beaucoup moins important. Nous, c'est majoritairement les maladies dont on s'occupe dans mon service, donc des pathologies qui sont souvent des maladies génétiques du sujet jeune. Et encore une fois, je vous le rappelle, vraiment le plus important, c'est l'infarctus du myocarde chez le patient sédentaire avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Et les maladies dont je vais vous parler maintenant sont des maladies plus rares. Il y a une grande disparité des chiffres. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que contrairement à ce que je vous ai montré pour le patient non-athlète de plus de 35 ans, la majorité des causes sont des maladies génétiques, donc potentiellement familiales derrière. On va faire un petit tour d'horizon assez simple de ces maladies pour vous en ayez entendu parler, ça va être très simple. La première maladie, qui est la première en termes de fréquence et qui n'est largement pas la première cause de mort subite, c'est une maladie qui s'appelle la cardiomyopathie hypertrophique. Donc vous voyez ici, on a le muscle cardiaque, le myocarde que je vous ai montré tout à l'heure, qui est anormalement épais avec les cellules cardiaques qui vont être désorganisées. Elles sont normalement très organisées, ici elles sont désorganisées, et avec présence de cicatrices. C'est la maladie cardiaque héréditaire la plus fréquente en France et dans le monde. Ça concerne un patient sur 200 à un patient sur 500. Et paradoxalement, ce n'est pas la première cause de mort subite. C'est très discuté ça, entre experts, mais c'est globalement quelque chose qui est retrouvé. Donc, dans la majorité des cas, c'est une affection qui est assez bénigne. Et une minorité de patients pourraient être porteurs de formes plus sévères que d'autres. Une maladie qui est une maladie pour le coup particulièrement rare, à peu près une personne sur 1000 à une personne sur 5000, mais qui est surreprésentée chez les athlètes parce que l'intensité de l'activité sportive est un facteur de risque d'aggravation de la maladie. C'est une maladie qui s'appelle la cardiomyopathie arythmogène. Donc cette fois-ci, vous voyez sur cette image, on est sur la partie droite du cœur, sur le ventricule droit, et ce ventricule droit, il va pouvoir se dilater, c'est-à-dire augmenter en taille, et sa paroi va devenir très cicatricielle avec le temps. Et ça, on sait que c'est une maladie génétique, donc les patients ont la prédisposition, mais un des facteurs de risque d'avoir une forme grave de la maladie, c'est l'intensité de l'activité physique, parce que ça va pouvoir mettre en tension cette partie droite du cœur et aggraver le développement de la maladie. Et donc on a plus souvent cette maladie chez les athlètes que chez les patients sédentaires. C'est un des contre-exemples à ce que je vous disais tout à l'heure. Maladie qui est plus fréquente, une personne sur 250 à une personne sur 1500, vous voyez les chiffres sont très vastes, qui est en fait un groupe de maladies qui s'appelle la cardiomyopathie dilatée, où cette fois-ci la partie gauche du cœur, le ventricule gauche, va pouvoir devenir gros et fatigué. Et donc c'est des maladies qui sont en fait très diverses, c'est une grande famille de maladies avec des pronostics très différents. Donc là vous voyez, je vous ai présenté les cardiomyopathies, les maladies du muscle cardiaque. On peut avoir aussi des maladies qui sont des affections congénitales, ça veut dire en fait ce sont des anomalies de la formation du cœur pendant l'embryogenèse, donc dans la formation de l'utérus, avec une cause assez classique d'arrêt cardiaque qui est l'anomalie des artères coronaires, donc ces artères que je vous ai montrées tout à l'heure qui perfusent le myocarde. Et bien chez certains patients, ces artères elles peuvent être branchées de manière anormale parce que pendant l'embryogenèse, la rotation ne s'est pas faite comme elle devrait se faire et la connexion non plus. Et parfois ces patients vont pouvoir avoir une souffrance du cœur à l'effort.
Il y a aussi d'autres maladies congénitales qui sont ce qu'on appelle des cardiopathies congénitales. Le cœur est mal formé, toujours par anomalie de formation in utero. Ce sont des maladies qui sont assez fréquentes. C'est à peu près un enfant sur 100 qui est concerné par ça. Et c'est des maladies qui sont maintenant bien prises en charge avec des patients qui atteignent la plupart du temps l'âge adulte, ce qui n'était pas le cas avant, et avec un pronostic qui devient meilleur d'année en année grâce au progrès de la chirurgie. Les maladies dont on s'occupe beaucoup dans notre centre, qui sont des maladies rares, ce sont les canalopathies, donc des anomalies de ces canaux cardiaques que je vous ai montré tout à l'heure, des maladies purement électriques qui vont entraîner une anomalie de l'électrocardiogramme. La plus fréquente de ces maladies, c'est le syndrome du QT long congénital, qui est un grand groupe de maladies qui va se traduire par une fragilité électrique du cœur avec un ralentissement de propagation de certains, un ralentissement du système électrique, pour être très simple, avec dans la forme la plus fréquente un risque d'arrêt cardiaque pendant les activités physiques, sachant que c'est une maladie qu'on prend bien en charge avec un traitement assez simple qui s'appelle le traitement bêta-bloquant qui protège très très bien les patients porteurs de la forme la plus fréquente. Et donc tout l'enjeu, c'est de dépister ces patients pour pouvoir après les accompagner. Maladie beaucoup plus rare, pour vous dire que parfois tous les examens peuvent être normaux, dont il ne faut pas forcément retenir le nom, qui s'appelle la tachycardie ventriculaire catéchoallergique, qui donne des troubles du rythme exclusivement à l'effort chez des patients qui peuvent avoir des examens complètement normaux. Et donc il peut y avoir parfois intérêt à faire des tests d'effort chez des patients qui se plaignent de symptômes exclusivement à l'effort quand les examens de repos sont normaux. Et donc, pour finir, une catégorie un peu diverse, je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est la cause suspectée, pas totalement avérée, d'arrêt cardiaque d'un joueur de football américain il y a 2 semaines. Quelque chose qui s'appelle le commotio cordis, qui est, je pense, important à connaître en sport. C'est un phénomène purement mécanique qui peut concerner des gens avec des maladies cardiaques, mais la plupart du temps, en fait, les gens n'ont pas de maladie cardiaque sous-jacente. Ça consiste en un traumatisme brutal du thorax au niveau du sternum qui va aller impacter le cœur. Vous voyez, on le voit très bien sur ce schéma ici. Et le cœur, au niveau électrique, a une phase de fragilité. Et si l'impact survient dans cette phase de fragilité, qui est très très brève, de quelques millisecondes, il peut parfois y avoir le déclenchement d'une arythmie qui peut donner un arrêt cardiaque. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le commotio cordis. C'est quelque chose qui est très bien connu aux États-Unis parce que vous voyez que les sports les plus fréquemment en cause, c'est le baseball, le softball et le hockey, des sports qui sont très pratiqués aux États-Unis. Vous va y avoir un objet, un projectile en fait dur à haute vitesse et haute cinétique qui va pouvoir aller frapper le cœur. Et donc la prévention de ça, c'est le développement de protection physique des patients contre les chocs. Quelque chose dont vous a parlé le professeur Carré, qui peut arriver aussi, c'est les myocardites, les infections du cœur. C'est quelque chose de très fréquent. Les virus les plus classiques qui peuvent donner des symptômes respiratoires chez les patients peuvent parfois infecter aussi le cœur. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette recommandation dont on vous a parlé tout à l'heure, d'éviter les activités sportives une dizaine de jours après une infection virale, parce qu'il y a ce risque théorique d'avoir développé une myocardite. Des affections électriques, comme ici une maladie qui s'appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White, un pont musculaire qui va pouvoir aller chanter l'activité électrique et s'emballer, qui est bien détecté par l'électrocardiogramme. Et puis des causes diverses que je ne détaillerai pas totalement, la dissection aortique, qui est une rupture de l'aorte, cette grosse artère qui sort du cœur que je vous ai montré tout à l'heure, et d'autres maladies cardiaques diverses. Je voulais simplement, pour finir, surtout vous donner des mesures de prévention en fait, de l'arrêt cardiaque. Le professeur Carré vous en a parlé tout à l'heure. Ce qui est très important, surtout vous dans votre métier, c'est effectivement de savoir quoi faire face à un arrêt cardiaque. Parce que on sait que c'est la chance, entre guillemets, des patients qui pratiquent une activité sportive, c'est que la plupart des activités sportives sont faites avec des témoins. Et on sait que la survie peut être très grande et la survie en bonne santé, sans séquelles cérébrales, si le témoin réagit correctement. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un arrêt cardiaque ? C'est très très simple. Un patient en arrêt cardiaque, c'est un patient qui est inconscient, qui ne bouge pas, qui n'a pas de réaction quand on le stimule et qui soit ne respire pas, soit respire de manière inadaptée, ce qu'on appelle des gaspes. Il n'y a pas besoin de chercher le pouls. Le patient, il n'a pas de conscience, il n'a pas de réaction et il n'a pas de respiration. C'est très très simple. Et comme vous disait le professeur Carré,
Quand on est face à ça, dans le doute, il faut débuter une réanimation parce que, au pire, vous allez masser quelqu'un qui est inconscient, vous prendrez une claque. Mais dans le meilleur des cas, c'est ce que je vous montre sur cette diapo, vous allez préserver les cellules de son cerveau. Parce que le cerveau, c'est notre organe le plus performant, mais il a cette grande limite de n'avoir aucun stock en oxygène et il a besoin en permanence d'un apport en oxygène. Et chaque seconde qui passe sans apport en oxygène, c'est des cellules cérébrales qui meurent. Qu'est-ce qu'on fait face à un arrêt cardiaque? La première chose à faire, et pour ne pas perdre de temps, on met le téléphone en haut-parleur, c'est d'appeler le SAMU pour expliquer ce qui se passe. Ça va permettre de déclencher une chaîne qui est extrêmement efficace en France, qui va faire que les secours vont arriver en quelques minutes. Donc il faut appeler le SAMU. Le SAMU, c'est le 15. C'est quelque chose qui doit être gravé dans la tête. Et il faut ensuite démarrer de manière quasi simultanée. Je vous dis, le conseil, c'est de mettre votre téléphone en haut-parleur, un massage cardiaque. Le massage cardiaque, ça se pratique sur une victime allongée, sur un plan dur, avec le tempo de la chanson Staying Alive qui permet de masser à peu près à 100 battements par minute. Et comme vous disait le professeur Chevalier, en déprimant de manière efficace le sternum, ça veut dire d'environ 4 cm. Il faut déprimer le sternum, mais il faut aussi relâcher, parce que quand on déprime, le sang part dans le cerveau pour l'oxygéner, et quand on relâche, c'est le cœur qui se remplit et qui se perfuse. Et donc les deux étapes sont très importantes, il faut comprimer, il faut aussi décomprimer. Et il faut aller envoyer quelqu'un, il faut se faire aider, chercher un défibrillateur en parallèle, parce que dans le cadre du sport, souvent ce sont des anomalies du rythme cardiaque et c'est souvent le défibrillateur qui, in fine, va sauver le patient. En massant, vous préservez son cerveau le temps que le défibrillateur soit disponible, et dès que le défibrillateur est disponible, vous allez pouvoir arrêter la cause. Et donc il faut bien connaître ce petit logo vert, qui est le logo des défibrillateurs automatiques. Il faut savoir où il se trouve sur votre lieu d'entraînement. Il faut avoir aucune crainte avec le défibrillateur dans les lieux publics. C'est des appareils complètement automatiques. Vous ouvrez, l'appareil parle, vous dit ce qu'il faut faire, vous pouvez faire aucune bêtise et vous pouvez faire que du bien aux patients. Juste pour finir, il me reste 2 diapos pour vous dire qu'un élément très important, et le professeur Carré en a parlé, donc je vais passer vite, c'est bien sûr de favoriser bien sûr l'activité sportive chez les patients pour prévenir le risque d'arrêt cardiaque. Quelque chose qui est actuellement estimé, qu'on a du mal à quantifier, c'est que probablement, en fait, en cas de pathologie cardiaque ou pas, les patients les plus à risque sont ceux qui n'ont jamais d'activité physique et qui débutent brutalement quelque chose. Les patients bien entraînés, qui gardent un bon niveau d'activité, ont une balance sympathico-vagale adaptée et ont un risque moindre. Et donc la sédentarité, c'est un facteur de risque important. Les 10 règles d'or, il vous en a parlé tout à l'heure, donc je vais passer. Et puis nous, notre travail en tant que cardiologue, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, c'est que, comme on vous a dit tout à l'heure, on n'interdit jamais, on accompagne les patients. Et donc quand on reçoit un patient avec une maladie cardiaque, notamment une maladie cardiaque héréditaire à risque rythmique, on l'évalue, on lui fait plusieurs examens. Chaque patient a son propre niveau individuel de risque et donc on essaie de le déterminer en regardant des consensus internationaux, en lisant beaucoup la littérature aussi, parce que nous, on a une littérature médicale qui est assez riche et qui permet de toujours se tenir au courant des nouveautés et de coller au plus près de recommandations scientifiques pour les patients. Selon la pathologie, on va proposer aux patients des modifications du mode de vie en fonction de sa pathologie, parfois des médicaments, parfois, de manière assez rare, l'implantation d'un appareil qui s'appelle le défibrillateur et parfois des attitudes interventionnelles, des ablations pour aller brûler des foyers d'arythmie, notamment dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la fin, pour vous dire que tout progresse en médecine. Dans une maladie qui s'appelle le syndrome du QT long congénital, pendant très longtemps, les recommandations européennes et américaines, nous en médecine on a des recommandations qui sont des bonnes pratiques, si vous voulez, déterminées par des experts. Dans cette maladie, c'était d'éviter le sport, et donc c'était le fameux no sport de Churchill. Les patients, on leur disait, écoutez, dans les recommandations, pas de sport. Et ça reposait sur absolument rien en fait. On savait qu'effectivement ces patients avaient un risque théorique pendant le sport, mais les études qui avaient été faites ne prenaient pas en compte les traitements pour ces patients, et surtout une évaluation qui est individuelle. Et nos collègues américains ont montré dans plusieurs essais récents que quand les patients sont bien suivis, bien traités, avec un plan de soins adapté, on pouvait améliorer leur survie, et surtout on pouvait, avec une décision partagée en centre expert, les autoriser à pratiquer du sport avec des mesures qui sont balisées entre le patient et le médecin. Et donc il faut voir plus précisément que l'aspect général, il faut regarder patient par patient. Et c'était ma dernière diapo. Voilà, je vous remercie.